Aujourd'hui, on va parler des preuves de la théorie de l'évolution. Que vous soyez sceptique ou bien convaincu, certains des arguments sont peu connus et pourtant fascinants. Si lorsqu'on évoque ce sujet, vous ne pensez vaguement qu'aux fossiles, vous êtes très loin du compte. Avant d'aborder les preuves de l'évolution, il est évidemment nécessaire de bien comprendre ce que dit et ne dit pas la théorie de l'évolution, et pour creuser le sujet, je rappelle l'existence sur la chaîne d'un épisode dédié. Si vous pensez être à jour, on peut passer aux preuves. Mais tout d'abord, des preuves de quoi? Que cherche-t-on exactement à démontrer? On peut proposer 3 niveaux d'hypothèse, 3 affirmations qu'on peut dans un second temps tenter de soutenir. Première hypothèse, les organismes vivants peuplant la Terre ont changé au fil du temps, dans le sens n'étaient pas les mêmes à chaque époque, avec une tendance globale vers une plus grande diversité et une complexité accrue, bien qu'on trouve des exceptions à cette tendance. Dans cette hypothèse, on ne s'intéresse qu'au simple changement, indépendamment de ce qui aurait pu le causer. Deuxième hypothèse, la descendance commune. Tous les organismes sont apparentés, formant un arbre généalogique unique, l'arbre du vivant, dans lequel les individus de toutes les espèces sont cousins les uns des autres au sens premier du mot cousin. Un humain est cousin de n'importe quel singe, mais aussi de n'importe quelle grenouille. Une coquille Saint-Jacques prise au hasard est la cousine éloignée de votre chien. Troisième hypothèse, le mécanisme qui explique les 2 premières hypothèses de changement des formes de vie au fil du temps et d'organisation des formes de vie au sein d'un immense arbre généalogique est principalement l'évolution par sélection naturelle, c'est-à-dire la dynamique liée à la répétition d'un cycle en 3 phases de reproduction, variation aléatoire entre parents et enfants et sélection. Une répétition menant de façon inévitable et quasi tautologique à la prolifération des lignées qui prolifèrent et à la disparition des autres. Pour l'instant, on ne parle que d'hypothèses et vous remarquerez que ces 3 niveaux d'hypothèses sont bien distincts. Il n'y a aucune contradiction rationnelle à accepter par exemple les 2 premiers niveaux tout en restant plus sceptique face au troisième. Pour chaque preuve qu'on abordera, je vous invite à identifier le ou les niveaux d'hypothèse qu'elle vient soutenir. En résumé, à chaque niveau d'hypothèse, son type de preuve. On peut aussi brièvement parler d'une 4e hypothèse. La vie est spontanément apparue sur Terre par un mécanisme parfaitement naturel ayant fait le pont entre simple chimie et vivant. Cette question est aussi fascinante mais totalement indépendante des questions sur l'évolution qui s'intéressent, elles, à la dynamique du vivant une fois celui-ci établi. Cette question est donc hors du cadre de cet épisode, mais vous trouverez là encore sur la chaîne d'autres épisodes qui l'abordent. On arrive enfin à nos éléments de preuve et on va démarrer avec les preuves anatomiques. Parmi celles-ci, il y a les preuves qui consistent à comparer, à reconnaître des similitudes fortes entre des organes d'espèces différentes. Certains sceptiques vous diront que constater les similitudes entre une main de chimpanzé et une main humaine ne démontre pas grand-chose, que ce n'est pas parce que les choses se ressemblent qu'elles sont apparentées. C'est un argument acceptable mais plus difficile à tenir lorsque la ressemblance est parfaitement contingente. Les ailes des chauves-souris, des oiseaux, la patte d'un cheval ou la nageoire d'un dauphin présentent toutes la même structure osseuse qu'un bras humain, mais dans une version déformée. L'argument ici étant que ces homologies, hors de l'hypothèse évolutive, seraient parfaitement contingentes. Pourquoi une aile devrait comporter les mêmes os qu'un bras, les 5 doigts compris? Pourquoi ces 5 doigts devraient se retrouver également dans une nageoire dans laquelle ils ne bougeront plus indépendamment? Sous l'hypothèse évolutive, ces homologies sont expliquées et attendues. Sous d'autres hypothèses, on devrait les considérer comme de pures coïncidences. On peut même aller encore plus loin et parler de structures vestigiales, c'est-à-dire de structures homologues à des structures fonctionnelles chez d'autres espèces, mais ayant perdu leur fonction. Par exemple, l'os pelvien chez les baleines, entièrement noyé dans une masse musculaire et sur lequel on peut parfois même identifier une ancienne articulation sphérique comme celle de la hanche. Si certains peuvent encore argumenter l'utilité de l'ensemble, ceci devient plus douteux en ce qui concerne cette rotule, ne pouvant ici clairement plus tenir son rôle d'articulation omnidirectionnelle. Ceci ne se restreint pas aux os, vous avez sur votre propre corps des muscles vestigiaux, par exemple les muscles auriculaires dont la fonction s'éclaire lorsqu'on regarde leurs effets chez d'autres mammifères, les utilisant activement pour améliorer leur audition en orientant leurs oreilles. On peut même démontrer qu'une activité neurale résiduelle tente encore d'activer ces muscles chez l'humain en fonction de la localisation d'une source.
Vous voyez ici une vidéo augmentée, les mouvements réels chez l'homme sont inférieurs au millimètre et considérés comme trop faibles pour jouer un rôle significatif sur l'audition. Là encore, sous l'hypothèse évolutive, ces vestiges devenus non fonctionnels s'expliquent parfaitement et toute hypothèse alternative ne les explique que par pur hasard. Parmi les preuves anatomiques, il n'y a pas que des preuves comparatives, on peut également parler de curiosité, comme celle du nerf laryngé récurrent. C'est un nerf, donc une structure ayant pour but de véhiculer l'information sensorielle et ou les ordres moteurs, ici entre le cerveau et le larynx. Mais ce qui est fascinant, c'est son trajet anatomique. Celui-ci descend dans le cou pour faire le tour de l'aorte, puis remonte enfin vers le larynx. Encore plus étonnant lorsqu'on regarde ceci chez les girafes. Là encore, ce nerf descend, fait le tour de l'aorte, puis remonte sur toute l'étendue du cou, atteignant donc une longueur totale de plusieurs mètres, là où le trajet direct aurait nécessité seulement quelques centimètres. Ceci semble n'avoir aucun sens, sauf dans un cadre évolutif. Ici, vous voyez l'anatomie d'un poisson sur lequel le trajet de ce nerf semble moins absurde, innervant directement un arc brachial situé près du cœur. Si vous déformez progressivement cette structure, vous arrivez d'une part à l'absurdité précédente, mais vous ne disposez pas vraiment de moyens de l'éviter, étant donné la nécessité de modifier l'existant par petites touches de génération en génération. Ce type de désoptimisation est donc un indice fort que l'anatomie moderne de ces animaux est le fruit d'une dynamique évolutive par succession de petites modifications. Les comparaisons anatomiques peuvent illustrer des mécanismes évolutifs profonds. Ici, vous voyez deux animaux qui, à première vue, se ressemblent beaucoup, deux taupes. Mais si on les examine de plus près, notamment en regardant leur anatomie interne, on découvre qu'elles n'ont en réalité rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, la taupe vraie, un mammifère placentaire, comme chez l'humain le petit se développe entièrement dans l'utérus et naît déjà formé. De l'autre, la taupe marsupiale, ici le petit naît à un stade très précoce et termine sa croissance dans une poche, comme chez les kangourous. C'est un exemple classique de convergence évolutive de populations d'animaux très différents qui, soumises à des pressions de sélection similaires, ici la vie souterraine, finissent par développer des solutions morphologiques comparables. Ceci est un indice fort que l'environnement sculpte les formes de vie de génération en génération. Deuxième type de preuve, les preuves développementales, et on va commencer par un mécanisme faisant parfaitement la transition avec les preuves anatomiques, la comparaison non pas de deux organismes différents, mais de parties d'un organisme avec d'autres parties de lui-même. La ressemblance entre vos bras et vos jambes et la présence de 5 doigts à leur extrémité n'est pas un hasard, mais bien dû à l'appel d'une même routine développementale dont les paramètres sont modulés. Dans le monde du vivant, on constate que la très grande majorité des structures sont dans le même cas, initialement issues d'une duplication de l'appel à un programme de développement, suivi d'une évolution distincte des modulations fournies à ce programme, menant progressivement à la spécialisation des organes initialement dupliqués, et donc à des fonctions distinctes. Vous voyez ici par exemple une comparaison anatomique des antennes d'une mouche et de ses pattes. On y retrouve les mêmes parties déformées. Si cette ressemblance ne vous convainc pas, on peut faire plus fort. Regardez les individus pour lesquels la modulation des programmes développementaux a été altérée. Ici, une mouche normale avec ses antennes normales. À droite, une mouche au programme développemental altéré où ses antennes reprennent la morphologie de pattes, démontrant sans équivoque que chez les individus normaux, il s'agit bien d'un même programme développemental modulé. Un autre exemple ici avec un coléoptère de la famille des ténébrions, sur lequel on reconnaît une paire d'élytres et, dessous, une paire d'ailes. Deux organes aux fonctions sensiblement différentes. Ici encore, une altération génétique des programmes de développement peut en faire réapparaître la forme commune. Et c'est le cas de nombreux organes dans le vivant dont la forme et la fonction est le résultat de programmes développementaux communs, mais dans un second temps modulé. On peut s'émerveiller en découvrant que le dard des abeilles est un ovipositeur modifié, ou que chez les requins, les dents et les écailles sont issus d'un programme développemental commun. Parmi ces preuves développementales, on peut aussi parler d'embryologie comparative, chercher les similitudes non pas dans les structures statiques, mais dans la phase de développement. Vous voyez ici à gauche un embryon de dauphin, qui, on le rappelle, est un mammifère, et sur lequel on peut reconnaître un bourgeonnement là où chez l'embryon humain, un autre mammifère, apparaîtront les pattes arrière. Chez le dauphin, ce bourgeonnement va dans un second temps se résorber. Là encore,
On pourrait se demander ce qui expliquerait une telle étape développementale inutile en dehors d'un reliquat d'une origine évolutive commune. Et si vous n'êtes pas convaincu du rapport entre ce bourgeonnement et des membres arrière, on peut montrer des cas d'atavisme, c'est-à-dire ce qui se passe chez les individus pour lesquels la phase où la structure devrait se résorber dysfonctionne. Vous voyez ici un tel dauphin né avec des membres arrière. On trouve également chez l'humain un bourgeonnement temporaire là où se développerait une queue chez les autres primates, ainsi que des cas d'atavisme menant au développement de celle-ci, mais je vous fais grâce de la photo. Troisième type de preuve, les preuves génétiques, c'est-à-dire celles qui concernent le génome des organismes, autrement dit le plan de développement contenu dans chaque cellule sous forme d'ADN. Un exemple frappant est l'étude de ce qu'on nomme les rétrovirus endogènes. Si vous cherchez un argument puissant, compact, autonome et accessible pour démontrer l'ascendance commune entre humains et chimpanzés, c'est un excellent candidat. Dans les grandes lignes, il s'agit de constater l'existence de traces d'insertion virale passée dans les génomes des deux espèces, non seulement des mêmes virus, mais aussi aux mêmes emplacements du génome. Un constat infiniment plus compatible avec l'hypothèse de l'ascendance commune qu'avec une vue fixiste des espèces. J'ai eu l'honneur de faire la version française de la vidéo de la chaîne Stated Clearly sur le sujet, donc je vous renvoie à cet épisode si vous souhaitez voir cet argument expliqué pas à pas. Entre humains et chimpanzés, le nombre de chromosomes diffère. Comme celui-ci est essentiel pour la compatibilité reproductive et conservé au sein d'une espèce, on pourrait de prime abord voir ceci comme un argument contre leur ascendance commune. Mais en regardant en détail, on va en fait révéler précisément l'inverse, à travers des traces vestigiales singulières au niveau moléculaire. Si on regarde en détail le chromosome 2 de l'homme, on constate d'une part qu'il est l'un des chromosomes les plus longs, mais également qu'il s'aligne parfaitement, moitié par moitié, avec deux chromosomes distincts présents chez les grands singes. Ici, ceux du chimpanzé. Vous pouvez voir son alignement en termes de bandes sombres et claires dû à la densité de chromatine, mais cet alignement est confirmé si on regarde plus finement au niveau des séquences génétiques. En plus de ces alignements, on peut observer des vestiges. Un chromosome a des parties singulières, les télomères à ses extrémités, et le centromère vers son milieu où s'attache un appareillage moléculaire complexe utile lors de la réplication et de la division cellulaire. Ces sites singuliers se traduisent par des séquences génétiques hautement répétées et sont parfaitement identifiables. Lorsqu'on examine le chromosome 2 de l'homme, on observe les vestiges de ces sites singuliers. Des vestiges de télomères en plein milieu du chromosome humain, un vestige d'un second centromère inutilisé. Tout ceci pointe clairement vers un événement passé de fusion chromosomique dans la lignée humaine. Ces événements sont rares, mais on peut parfois en observer directement les prémices, comme ici dans le cas d'un homme de 26 ans, en bonne santé, avec seulement 44 chromosomes suite à la fusion de 2 d'entre eux. Dans l'ADN, on trouve également des gènes vestigiaux, c'est-à-dire des séquences d'ADN qui ont un jour codé pour une enzyme ayant un rôle précis, comme c'est le cas du gène GLO, qui chez une grande partie des mammifères code pour une enzyme intervenant dans la synthèse de la vitamine C. Chez l'homme et les singes, il n'existe que sous forme de pseudogènes, c'est-à-dire sous forme de traces vestigiales qu'on peut clairement identifier. Les séquences appariées ici, entre le pseudogène humain et le gène fonctionnel chez le rat, sont longues de centaines de bases et ne laissent aucun doute. Dans une hypothèse évolutive, ceci est attendu. Si l'environnement change et que, par exemple, l'alimentation rend la synthèse de la vitamine C relativement inutile, car présente en abondance dans la nourriture à disposition, ces mécanismes n'ont pas de raison d'être maintenus et leur perte ne pénalise pas les individus. Hors de l'hypothèse évolutive, il faudrait conclure que ces traces vestigiales génétiques, en correspondance avec des enzymes fonctionnelles chez d'autres espèces, sont là par hasard et que la disparition, ici de cette capacité à synthétiser la vitamine C, coïncide également par hasard avec la disparition de sa nécessité nutritive. On peut profiter de cette section sur la génétique pour parler non pas d'une preuve mais d'un outil, l'horloge moléculaire. D'un côté, on sait que dans une hypothèse évolutive, les organismes vivants forment une grande famille généalogique, conséquence des mutations aléatoires régulières, combinées à la disparition des lignées les moins adaptées et à la persistance des autres. De l'autre, les mutations de l'ADN font partie de ce qu'on peut directement observer sur les organismes actuels, entre une génération et la suivante, et ce sur quoi on peut faire des statistiques. Et on aimerait combiner ces deux choses pour réaliser des prédictions, pour évaluer des distances évolutives.
Seulement, un problème se pose. Si vous comparez naïvement l'ADN de deux organismes modernes, dans une hypothèse évolutive, les différences seront biaisées selon le fameux biais du survivant. Vous ne voyez que les mutations ayant permis à ces lignées d'atteindre l'époque actuelle. L'astuce pour contourner ce problème, c'est donc de restreindre l'analyse aux mutations qui n'ont pas d'impact. Il y en a un certain nombre, et de ce qu'on a vu, vous pouvez déduire au moins un cas, les mutations sur les pseudogènes, sur les vestiges de gènes non fonctionnels et non exprimés. Dans ces zones de l'ADN, toute mutation sera également conservée et transmise à la descendance et on pourra faire des statistiques. C'est un cas particulier de mutation dans des parties non codantes et non régulatrices. Un autre type de mutation qu'on pourrait utiliser sont les mutations synonymes, des changements de la séquence génétique mais qui ne changent pas la protéine exprimée. Ainsi, selon l'hypothèse évolutive, si vous connaissez le taux de mutation, ce que vous pouvez directement mesurer de nos jours, et que vous comparez entre deux individus d'espèces différentes les segments où les différences dues à ces mutations n'ont pas d'impact fonctionnel, vous pouvez estimer l'époque à laquelle vivait leur ancêtre commun. Cet outil suppose l'évolution en amont, et donc il n'est pas une preuve en lui-même, mais on peut déjà deviner où il va nous mener par la suite lorsqu'on en reparlera un peu plus tard. Il permet de faire des prédictions testables. On arrive à notre quatrième type de preuve, les preuves paléontologiques, c'est-à-dire en grande partie les fossiles dont on a souvent une vue assez déformée déjà en ce qui concerne leur nombre. Il y a littéralement des milliards de fossiles disponibles, certes essentiellement dus à de très petits organismes prolifiques, mais même en se restreignant à des fossiles d'intérêt, ceci se chiffre encore en millions. Un fossile, ce n'est pas juste un fossile, c'est aussi un emplacement géographique, là où il a été découvert sur le globe, une date à quand remonte sa formation et donc l'individu qui en est à l'origine, et un contexte d'enfouissement. On peut déduire beaucoup de choses sur l'environnement contemporain de cet individu en regardant ce qui se trouve dans le voisinage de ce fossile. Tous ces fossiles sont des preuves directement observables que les formes de vie sur Terre ont changé au fil du temps. Leur nombre et la richesse des données qui s'y rattachent permet dans certains cas de faire des statistiques. Ici, j'utilise l'outil PaléoBioDB qui permet de visualiser où, quand et dans quelle quantité on trouve tel ou tel type de fossile. On va s'intéresser à ces 4 ordres d'animaux. La différence entre les deux premiers est évidente. Elle l'est beaucoup moins sur cette illustration pour les 3 suivants, mais ces organismes sont très différents. Si on regarde les fossiles associés, on peut constater des différences au niveau des sutures entre compartiments, initialement très simples, puis progressivement plus complexes. Au niveau de la structure interne, c'est encore plus flagrant. Vous voyez ici la structure fractale interne d'une ammonite. Dans ces fossiles, on peut donc suivre l'évolution d'animaux très distincts, depuis des formes initialement massives et rudimentaires jusqu'à l'apparition progressive de structures plus légères et optimisées, ce qui s'est accompagné, via l'optimisation du poids, de l'augmentation de la taille moyenne de ces animaux. Certains membres de notre 4e famille des ammonites peuvent atteindre plusieurs mètres. Si j'ai choisi ces 4 représentants fossiles, c'est parce que leur abondance permet de tracer des courbes. Et les voici. En plus de l'évolution morphologique qu'on a pu constater directement sur les fossiles, on voit nettement sur ces courbes que chaque ordre connaît son âge d'or avant le suivant. L'explosion des cératites, ici, fait suite à l'extinction Permien-Trias ayant fait disparaître concurrence et prédateurs. L'ensemble de ces données paléontologiques témoigne assez clairement de liens évolutifs entre ces populations animales. Ceci nous donne un aperçu de la précision dans la reconstruction du passé qu'il est possible d'atteindre sur la base de données paléontologiques. Cette précision est la conséquence de l'utilisation de non pas une, mais d'une bonne vingtaine de méthodes de datation très variées, comme l'étude de couches au sein des sols ou des méthodes basées sur la désintégration d'isotopes radioactifs. Un large panel de méthodes de datation venant se confirmer et se compléter. Dans une hypothèse évolutive décrivant un processus continu, tous les fossiles sont en quelque sorte transitionnels. Mais ce terme de fossile transitionnel est justifié lorsqu'on s'intéresse à des courtes périodes dans lesquelles des changements morphologiques importants se sont produits, rendant les traces fossiles venant rétablir cette continuité particulièrement rare et importante. On peut évoquer notamment une bonne dizaine de spécimens fossiles d'Archéoptérix aux caractéristiques intermédiaires entre oiseaux et reptiles. Morphologie globale d'un oiseau muni d'ailes et de plumes asymétriques typiques d'une optimisation aérodynamique et donc en rapport avec un vol total ou partiel, mais présence de dents acérées, de 3 doigts griffus sur chaque aile et d'une longue queue osseuse typique des reptiles par opposition au pygostyle des oiseaux.
Une dizaine de spécimens fossiles de Tiktaalik rétablissent quant à eux une continuité entre le monde marin et le monde terrestre des premiers tétrapodes. Une morphologie globale de poisson, mais un cou mobile, des nageoires pectorales robustes suggérant une locomotion terrestre, un crâne aplati aux yeux localisés sur le haut, adapté à une vie en eau peu profonde. Ceci est combiné à son contexte d'enfouissement qui révèle des traces d'un environnement aquatique de type delta fluvial. Pour un sceptique, il ne pourrait s'agir que d'un autre animal, mais ce serait oublier plusieurs points fondamentaux. L'environnement de Tiktaalik et sa datation ont été prédits avant d'être découverts. C'était donc une hypothèse testable et maintenant testée. Ensuite, on peut regarder comment celui-ci se place chronologiquement vis-à-vis des fossiles de tétrapodes. Sur ce diagramme, chaque ligne verticale est un fossile connu de tétrapode, placé ici via sa datation. On constate ici un signal très fort. Avant les spécimens de Tiktaalik, aucun fossile de tétrapode n'a été trouvé, et après ceux-ci, les occurrences de fossiles tétrapodes ont démarré leur courbe exponentielle. Cinquième type de preuve, les observations directes. L'évolution étant un processus qui se passe sur le temps long, au cours de millions d'années, ce qu'on peut observer à l'échelle humaine sur quelques siècles est limité, mais pas inexistant. On peut par exemple citer beaucoup d'expériences sur les guppies, un petit poisson de rivière au cycle reproductif rapide de l'ordre de quelques mois, ce qui le rend idéal pour en documenter l'évolution sur un nombre significatif de générations, tout en restant dans des durées humaines. À l'état naturel, on constate que dans les populations de guppies où la prédation est élevée, les mâles sont très peu colorés. Ils exhibent cependant des couleurs nettement plus vives dans l'environnement où la prédation est faible. Lorsqu'on introduit des guppies peu colorées dans un environnement à faible prédation, on observe chez leurs descendants, en quelques générations seulement, le retour progressif de la couleur. Un nombre aussi réduit de générations ne permet pas d'illustrer l'apparition de nouveautés à la suite de mutations, mais en revanche met en lumière la sélection naturelle exercée ici par la pression des prédateurs et la sélection sexuelle des femelles, agissant sur des variations déjà présentes dans la population et menant au retour progressif de la couleur, une meilleure adaptation à leur environnement. Les cycles reproductifs étant encore plus rapides dans le monde microscopique, on peut observer encore plus convaincant avec des bactéries comme dans l'expérience de Lenski, ayant étudié sur plus de 30 ans, soit environ 80 000 générations, la bactérie Escherichia coli dans un environnement contrôlé. On a ainsi documenté une augmentation de la fitness au fil du temps, c'est-à-dire de l'adaptation. Comment définir et mesurer ceci? C'est assez simple. On regarde des spécimens à différents stades de l'expérience, on les introduit avec le spécimen de référence dans un environnement vierge, et on regarde au bout d'une certaine durée, disons 24 heures, le plus prolifique. L'environnement expérimental étant différent de l'environnement naturel, l'espèce sauvage pouvait largement s'améliorer, et c'est bien ce qui a été constaté. Au bout de 33 000 générations, on a même été témoin d'un gain de fonction dans certaines des populations test. Des mutations ont entraîné la duplication du gène codant une protéine d'import du citrate, le déplaçant d'une zone normalement inactive vers une région active du génome, permettant ainsi à la bactérie d'utiliser le citrate comme source supplémentaire de matière et d'énergie. En résumé, l'expérience de Lenski est la constatation directe que la marche aléatoire des mutations, combinée à la sélection naturelle, peut mener à l'augmentation de l'adaptation et à la découverte de nouvelles fonctions. D'autres types d'évolutions ont été observés expérimentalement, comme l'évolution par endosymbiose. Chaque cellule de votre corps contient des mitochondries, l'organelle responsable de la production d'énergie. Selon l'hypothèse évolutive, cette organelle était originellement un organisme à part entière ayant été ingéré, non détruit, et ayant appris à se reproduire à l'intérieur de son hôte, persistant ainsi de génération en génération. S'en est suivi une coévolution symbiotique menant aux cellules modernes dans lesquelles hôte et mitochondries ne peuvent se passer l'un de l'autre. Et c'est ce type d'évolution qu'une expérience de 2008 a réussi à initier en laboratoire. En maintenant pendant plusieurs années un microcosme comportant une algue et un cilié prédateur, les chercheurs ont vu apparaître et persister une lignée stable d'endosymbiose, l'algue vivant et se reproduisant à l'intérieur de l'hôte, transmise à la génération descendante et conférant l'avantage sélectif de pouvoir utiliser des sources alternatives de nourriture par l'intermédiaire de l'algue. Encore un autre type d'évolution directement observé expérimentalement, le passage à la multicellularité.
l'introduction d'un protiste unicellulaire prédateur dans une culture d'algues unicellulaires a mené au regroupement rapide de celles-ci en colonies multicellulaires stables, leur conférant l'avantage évident d'échapper à l'ingestion en devenant trop grosses pour être avalées. Toujours à propos de la multicellularité, certaines colonies de levures ont montré l'émergence d'une spécialisation entre cellules, les unes assurant la croissance, d'autres se sacrifiant pour permettre la division de la colonie, ce qui équivaut à une forme de reproduction au niveau de l'ensemble. On a ainsi assisté aux prémices de la transition vers un superorganisme, rompant la simple logique d'une colonie de clones. Sixième type de preuve, les hiérarchies emboîtées. C'est un concept moins connu et pourtant particulièrement puissant. Et c'est un concept qui peut s'utiliser quel que soit le domaine, aussi bien sur le plan génétique qu'anatomique ou développemental. Imaginez vous intéresser à plusieurs critères dans le vivant, comme par exemple le fait de pondre des œufs à coquille dure, d'avoir un cœur, d'avoir un squelette externe ou même de posséder un certain pseudogène. Vous regardez tous les animaux existants et vous les classez en fonction de l'ensemble de ces critères. De prime abord, comme ces critères sont sans rapport, vous pourriez vous attendre à observer tout le diagramme de Venn, c'est-à-dire des individus illustrant toutes les possibilités croisées de présence ou d'absence des critères considérés, ou à minima une grande partie de celui-ci sans structure particulière. Mais lorsqu'on fait cette démarche, ce n'est pas ce qu'on observe. Considérons les critères suivants. Présence de plumes, présence de bec, présence de glandes mammaires, embryon enveloppé dans une membrane amniotique, 4 membres, présence de nageoires rayonnées et enfin présence de colonne vertébrale. Comment s'organisent les organismes vivants vis-à-vis de ces critères ? Eh bien, comme ceci. Vous voyez ici que ces critères s'emboîtent strictement les uns dans les autres sans chevauchement. Dans le monde du vivant, lorsque vous avez des plumes, vous avez un bec. Lorsque vous avez des glandes mammaires, vous n'avez jamais de bec. Lorsque vous avez une nageoire rayonnée, vous n'avez pas 4 membres, et lorsque vos embryons évoluent dans une membrane amniotique, vous avez toujours 4 membres. Une telle structure emboîtée est particulièrement singulière, c'est une autre visualisation d'une structure arborescente. Dans une hypothèse évolutive, tout ceci est parfaitement attendu, l'emboîtement des caractères reflète l'accumulation séquentielle d'innovations, chaque nouveauté étant héritée par les descendants. Hors de l'hypothèse évolutive, il faudrait conclure que tout ceci n'est qu'un pur hasard, que si les traits anatomiques, développementaux, génétiques et comportementaux exhibent une tendance nette à former des hiérarchies emboîtées, ce n'est que pure coïncidence. Les plus perspicaces d'entre vous auront sans doute pensé ici aux poulpes qui ont aussi un bec, et non pas 4 membres. Ce type de contradiction disparaît dès qu'on devient précis. Le bec des poulpes est une structure autonome faite de chitine, la substance à la base de la carapace des crustacés et des insectes, alors que le bec des oiseaux ou des tortues est une gaine de kératine, la substance des ongles et des cornes, enveloppant une mâchoire osseuse. Lorsque des contradictions de ce type apparaissent, des définitions plus fines des traits homologues restituent toujours l'organisation singulière de hiérarchies emboîtées. Septième type de preuve, la répartition géographique des espèces. Voici l'archipel des Galapagos. Dans cette région du monde, ce qui nous intéresse est une population de pinsons, qu'on trouve sur la côte d'Amérique du Sud, à proximité, sur la petite île des Cocos, située ici, et sur l'archipel lui-même. Un premier élément notable chez nos pinsons est une spécialisation morphologique liée à l'environnement et à leur emplacement géographique. Sur l'archipel, on trouve par exemple des espèces à gros bec capables de briser des graines, d'autres au bec plus allongé pour dénicher des insectes. Certaines de ces espèces sont endémiques, c'est-à-dire n'existent que sur certaines îles de l'archipel à l'échelle de la Terre entière. Si on utilise l'outil dont on a parlé, l'horloge moléculaire, pour déterminer des distances génétiques, représentées sur cette figure par les branches horizontales, on constate que celles-ci sont géographiquement cohérentes, plus faibles au sein de l'archipel où les échanges génétiques sont facilités et plus larges entre les sites distants. Dans une hypothèse évolutive, tout ceci est attendu et cohérent avec une colonisation ancestrale de ces îles depuis le continent, suivie d'une spécialisation conditionnée par l'environnement. En termes de divergence morphologique, on peut faire encore plus fort en s'intéressant cette fois-ci aux marsupiaux, ces mammifères à poche ventrale type kangourou qu'on a évoqué lorsqu'on a parlé de la fausse taupe. Ce groupe est très varié et là aussi on peut s'intéresser à sa distribution sur le globe. Première question qui saute aux yeux, comment des animaux prétendument apparentés et incapables de nager sur de très longues distances ont-ils pu se retrouver sur des continents littéralement à l'opposé du globe ?
Eh bien simplement car ceci n'a pas toujours été le cas. Il y a des centaines de millions d'années, ces continents formaient un bloc connecté qui s'est ensuite fragmenté vers la disposition actuelle. Si on regarde les distances génétiques et qu'on estime depuis celle-ci à quand remonte l'ancêtre commun le plus récent entre Amérique et Australie, on trouve environ 65 millions d'années, ce qui est parfaitement compatible avec l'époque à laquelle ces continents étaient encore connectés. L'adéquation entre répartition géographique, géologie et horloge génétique est singulière, mais on pourrait objecter qu'il ne s'agit que d'une seule mesure. Ce qui nous amène vers un cas encore plus net autour de l'isthme du Panama. Dans une étude de 2016, voici ce qu'on a fait. On a pris des paires d'espèces réparties de part et d'autre de l'isthme dans différentes classes d'animaux. Par exemple des échinodermes, des poissons, des bivalves, en tout 38 paires d'espèces. Pour chacune, on a estimé la date de divergence génétique via l'horloge moléculaire, calibrée par des données fossiles indépendantes. Voici ce qu'on a trouvé. Chaque ligne verticale représente une de ces dates. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le signal négatif très fort autour de moins 3 millions d'années. On ne dispose d'aucune paire avec une date de divergence plus récente. Là encore, ceci est attendu étant donné l'histoire géologique de la région. On sait que l'isthme du Panama était initialement ouvert et s'est fermé au cours des derniers millions d'années. Ce qu'on observe est donc ici simplement la conséquence de populations physiquement séparées ayant, dans un second temps, divergé de part et d'autre. On peut même confirmer cette date via les traces d'animaux terrestres ayant pu se déplacer d'un continent à l'autre à partir du moment où ceux-ci se sont connectés en déconnectant donc les deux golfes. Tous ces exemples montrent une cohérence forte entre répartition géographique, données géologiques et données génétiques, ce qui, ici encore, en l'absence d'une hypothèse évolutive, ne serait qu'un enchaînement remarquable de coïncidences. Ce dernier type de preuve ouvre sur ce qui pourrait être considéré comme une classe de preuves à part entière, tout ce qui est interdisciplinaire. On a vu des arguments anatomiques, développementaux, paléontologiques, génétiques, tous se supportant l'un l'autre, mais surtout racontant la même histoire. Pour finir, on peut s'intéresser au mécanisme d'évolution lui-même, c'est-à-dire à la répétition du cycle en 3 phases de réplication, variation aléatoire et sélection. Dans l'industrie, on utilise ce mécanisme comme une technique d'optimisation. C'est le cas de l'évolution dirigée pour la synthèse de molécules, une technique qui consiste à soumettre des copies d'un gène aux mutations, à sélectionner ceux donnant les molécules proches de la propriété voulue et à recommencer plusieurs fois jusqu'à atteindre un optimum. On peut également effectuer virtuellement ces cycles pour trouver des designs inattendus et performants, comme cette antenne de la NASA, résultat de l'évolution simulée d'une population d'antennes. Plus ludique, on a aussi les simulations de créatures virtuelles, toujours spontanément créées au sein de boucles de mutations aléatoires et de sélection. Comme dans le cas de l'antenne, ce que vous voyez ici n'a pas été conçu, mais s'est progressivement formé au cours d'étapes simulées d'évolution. On note ici le parallèle singulier avec les comportements d'animaux réels. Je détaille cette simulation dans l'épisode de la chaîne sur la théorie de l'évolution. Que ce soit physiquement dans l'industrie, en simulation pour cette dernière ou simplement virtuellement pour s'émerveiller, on observe que l'évolution peut explorer l'espace des possibles et trouver des solutions progressivement améliorées qui auraient été inaccessibles autrement. En tant que mécanisme, l'évolution, ça marche. Pourquoi de nos jours, malgré toutes ces preuves, certaines personnes doutent encore ? Essentiellement pour 3 raisons. La première, une méconnaissance de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire une ignorance de ce qu'elle déclare, mais aussi des idées reçues sur ce qu'elle postule et n'a pourtant jamais affirmé. Si vous êtes un sceptique de bonne foi, corriger ce point est vraiment le point de départ conseillé. Une autre raison est la méconnaissance des preuves. Comme on l'a vu, l'étendue du domaine de preuve est particulièrement large, mais peu connue en détail du grand public. Et enfin, une erreur sur le consensus perçu, considérer qu'il y a de nos jours encore débat dans la communauté scientifique, alors que les points de litige ne se trouvent que sur des détails techniques, et en aucun cas sur les mécanismes généraux ou une hypothèse alternative à l'évolution darwinienne dans sa synthèse moderne. La théorie de l'évolution est l'un des consensus les plus solides en science, installés depuis des décennies, voire un siècle, au cours desquels des milliers de scientifiques et de travaux sont venus ajouter leur pierre à l'édifice. Il n'y a simplement plus, depuis très longtemps, de travaux sur le vivant s'inscrivant dans un cadre autre que celui de l'évolution.
Cet épisode est maintenant terminé, vous trouverez toutes les sources en description. Je vous invite également à consulter chacune des vidéos mentionnées dans l'épisode, là aussi dans la description, car les fiches sont limitées à 5. N'hésitez pas à prendre part cordialement dans les commentaires pour répondre aux sceptiques. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, mais surtout en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.